Le plaisir d'accueillir avec nous Étienne Klein. Étienne Klein est physicien, directeur de recherche au CEA, docteur en philosophie des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, l'ARCIM, et enseigne la philosophie des sciences à l'École centrale de Paris. Il a énormément publié, récemment publié Les secrets de la matière, et le prochain est bien ce titre-là, Le pays où habitait Albert Einstein, qui est le prochain à sortir. Chers tous, merci infiniment d'accueillir très chaleureusement Étienne Klein. Je suis ravi d'être là. Je dois vous parler de sujets qui tournent autour de l'imagination. Je vais vous parler un peu de physique aussi, évidemment, mais je sais que ce n'est pas votre spécialité. Je sais que certains d'entre vous ont de l'intérêt pour la physique. J'ai reçu des courriers. Mais je pense que tous, vous en savez suffisamment pour comprendre ou savoir que la physique, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler la bureaucratie des apparences. Il ne s'agit pas de regarder les choses, de regarder les phénomènes tels qu'ils se déroulent dans la vie quotidienne, par exemple, pour trouver les lois physiques qui leur correspondent. Ce n'est pas non plus un plagiat simple de la réalité. Quand on fait une lecture directe du réel, on élabore ou on induit des lois physiques qui semblent décrire ces phénomènes et qui, en réalité, quand on les examine ou quand on les teste, se révèlent toujours fausses. Et donc mon premier point, ce serait de vous dire qu'un chercheur en physique, il a besoin d'imagination plus que de qualité d'observation. Il y a même un philosophe des sciences que vous connaissez sûrement qui s'appelle Alexandre Koyré qui a dit « Le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. » Alors, expliquer le réel par l'impossible, ça veut dire que les lois physiques, celles que vous connaissez déjà, celles que vous pourriez apprendre, sont toujours, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis la naissance de la physique moderne, des lois qui contredisent l'observation, ou qui en tout cas disent des choses qui obligent à repenser l'observation. Et le premier qui a compris cela, je l'ai déjà cité, c'est Galilée, à propos d'un phénomène que tout le monde connaît bien, qui est la chute des corps. Quand vous faites des expériences de chute des corps, vous observez rapidement que Aristote l'avait observé, d'autres avant lui l'ont observé, en fait tout le monde l'a observé. On a tous observé que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et donc la loi de la chute des corps, déduite de l'observation, vous incite à dire qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. Cette loi a été enseignée pendant des millénaires, sans jamais être remise en cause, puisqu'elle est conforme à l'observation. Pourquoi l'interroger davantage? Galilée, en 1604, se pose une question toute bête. Il se pose la question de savoir si cette loi est vraie. Il ne suffit pas qu'elle soit conforme aux observations, il faut aussi qu'elle soit vraie. Dans certains livres mal écrits, on raconte qu'il est monté au sommet de la tour de Pise pour lâcher depuis le sommet de cette tour des objets de masse différentes. Évidemment, il ne l'a jamais fait, puisque s'il l'avait fait, il aurait démontré ce que tout le monde sait déjà, à savoir que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc il n'a jamais fait cette expérience, d'ailleurs il n'en parle jamais. C'est une expérience qui a été inventée après coup pour convaincre les derniers aristotéliciens qu'il existait des expériences permettant de montrer les résultats qu'il a obtenus. Comment est-ce qu'a raisonné Galilée? Eh bien, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ça ne consiste pas à faire une expérience mentale, comme ça. Ça consiste à prendre au sérieux une théorie physique ou bien une loi et à la prolonger dans une sorte d'ailleurs où elle va révéler ce qu'elle a dans le ventre. Et donc je suppose qu'une loi est vraie, j'imagine une certaine situation et je regarde, d'après ce que dit la loi, ce qu'il se passerait dans cette situation que je peux imaginer, mais que je ne peux pas réaliser. Et l'expérience qu'il a imaginée consiste à supposer que la loi que je viens d'énoncer, à savoir que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, est une loi vraie, et imaginer une situation originale qui consiste à prendre un objet massif, par exemple une boule de pétanque,
un objet moins massif, une balle de tennis, et elle est reliée par une ficelle l'un à l'autre. Que dit la loi? Il ne fait pas d'expérience, il réfléchit. Que dit la loi? Que l'ensemble formé par les deux objets reliés l'un à l'autre est plus lourd que la boule de pétanque. Donc la loi dit que ça va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui tombe moins vite que la boule de pétanque va tendre la corde et la balle de tennis va faire parachute, de sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Donc la même loi aboutit à deux résultats qui sont contradictoires l'un avec l'autre. Comment résoudre la contradiction? En disant que la boule de pétanque et la balle de tennis tombent exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc, la première loi physique, la loi de la chute des corps, de la physique moderne, est une loi qui contredit l'observation. Et vous pouvez penser à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école, elles font la même chose. Le principe d'inertie, par exemple, qui est fondateur de la mécanique, qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme, ça vous rappelle des choses? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un mouvement rectiligne et uniforme? Personne n'a jamais vu ça. D'accord? Et donc, un des principes fondamentaux de la mécanique contredit l'observation qui, elle, vous montre que quand vous cessez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur de votre scooter, il s'arrête. Ce que montre l'expérience, c'est que lorsque la force qui s'applique à un objet s'interrompt, l'objet s'immobilise. Galilée arrive, il dit non, si la force s'annule, l'objet continue de se déplacer indéfiniment, ce qui n'est pas ce que nous observons. Je ne vais pas vous parler de relativité, si un peu tout à l'heure, je ne vais pas vous parler de mécanique quantique, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que la physique moderne, physique des particules, cosmologie, sont des physiques qui, quand on les prend au sérieux, s'élaborent à partir d'énoncés qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, sont complètement absurdes. D'accord? Donc c'est une sorte d'introduction que je voulais faire pour montrer que les gens qui ont découvert ces lois sont des gens qui ont imaginé des choses qu'ils n'avaient pas vues. Ce qui pose la question de savoir, premièrement, si ce qu'on imagine est vrai. C'est pour ça que la physique, ce n'est pas simplement un exercice d'imagination, il faut aussi faire des expériences, il faut aussi raisonner, il faut aussi tester les idées que l'imagination peut faire naître. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce qui est vrai est imaginable? C'est-à-dire, est-ce que nous avons les capacités d'imaginer ce qui est? Est-ce que nos sens peuvent être dépassés? Ils sont limités. Est-ce qu'ils peuvent être dépassés par l'intellect, par exemple, par des intuitions, etc. Et donc, il y a une sorte de dialectique, si vous voulez, entre le réel et l'imaginaire qui se joue au travers de la théorisation et de l'expérimentation. Alors, je crois que je dois parler moins de 3/4 d'heure pour ensuite avoir un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc je vais tout de suite passer à Einstein, comme c'était annoncé dans le titre, parce que Einstein, c'est vraiment le champion du monde des expériences de pensée. C'est quelqu'un qui a su inventer une nouvelle façon de poser des questions triviales, et même stupides. Sauf que lui, il répondait, et ensuite regardait les implications de la réponse qu'il avait faite. Et ça va durer des années. Et si j'ai choisi Einstein, c'est parce que au mois de janvier 2016, on a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles. Je pense que vous avez suivi ça, qui avait été prédite par lui il y a exactement un siècle. Donc on a vérifié un siècle après qu'il avait raison. Ce qui pose la question de la puissance de l'imagination ou du calcul, parce que les deux étaient mêlés dans son travail. C'était donc quelqu'un qui avait de la suite dans les idées, ce qui est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite, comme l'a montré un ministre récemment. Pourquoi vous ne riez pas? Je la trouve assez drôle, moi.
Alors Einstein, vous savez, à 15 ans, il a quitté son lycée, il a démissionné, il était à Munich, lycée qui avait une discipline militaire, comme tous les lycées allemands. Il a vraiment démissionné, c'est-à-dire il a quitté le lycée en pleine année scolaire, il a renoncé à la nationalité allemande, et il a rejoint ses parents qui travaillaient en Italie à l'époque, et pendant une année, il a été déscolarisé. Il a fait des promenades, des randonnées en montagne. Et au bout de quelques mois, il a écrit une lettre à l'un de ses oncles, dans sa mémoire de quelques pages, dans lequel il explique quelles sont les questions qui vont l'intéresser pendant toute sa vie. Et toutes ces questions tournent autour de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Comment elle se propage dans l'espace? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle a besoin d'un support? Est-ce que c'est un objet physique? Ou est-ce que c'est la vibration d'un objet physique? Et il se pose un certain nombre de questions qu'en fait personne ne s'est jamais posées. Par exemple, il dit, qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière? Qui parmi vous s'est déjà posé cette question? Il avait 15 ans. Alors, si de la lumière émet de la lumière, quelle va être la vitesse de la lumière émise? La lumière va à la vitesse de la lumière, mais si elle émet de la lumière, c'est-à-dire que la lumière émise va aller à la vitesse de la lumière plus la vitesse de la lumière, donc 2 fois. OK. Mais si la lumière émise est mise à son tour de la lumière, c'est 3 fois, puis 4 fois, etc. Et donc, il remarque que si la lumière peut émettre de la lumière, il est possible de fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Si la vitesse de la lumière est finie, elle peut devenir infinie par émissions successives. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de paradoxe? Un an plus tard, il est dans une petite ville de Suisse qui s'appelle Aarau, en terminale, en l'équivalent de la terminale, parce qu'il a repéré qu'en Suisse, il existe un institut, l'Institut Polytechnique de Zurich, dans lequel on peut rentrer sans bac, par concours. Et il veut se présenter, donc il se prépare dans cette école. Et là, il va se poser une autre question en mettant en scène son propre corps. Einstein va, toute sa vie, imaginer des expériences de pensée dans lesquelles son corps sera mis en scène. Chose que personne n'avait jamais fait avant. Et l'expérience qu'il imagine, c'est qu'est-ce qui se passerait pour moi si j'étais à cheval sur un rayon de lumière. À l'époque, on décrit la lumière comme étant constituée d'ondes électromagnétiques. Vous avez déjà vu ça, je pense, des ondes électromagnétiques. Et donc, si vous êtes à cheval sur un rayon de lumière, ça veut dire que vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique. Un peu comme un surfeur qui est à cheval sur une vague. Ça veut dire que si vous êtes assis sur la lumière par rapport à vous, les ondes, sont immobiles. De même qu'un surfeur, il est immobile par rapport à la vague qui est devant lui et par rapport à la vague qui est derrière lui. Ce qu'il voit, c'est un système d'ondes stationnaires, des ondes qui ne bougent pas par rapport à lui. Et donc Einstein dit, si je suis à cheval sur un rayon de lumière, ce que je verrai, c'est une onde électromagnétique stationnaire. Et il dit, mais c'est bizarre parce que les équations de Maxwell, que peut-être vous connaissez un peu, qui décrivent les ondes électromagnétiques, n'ont pas de solution correspondant à des ondes stationnaires. Ça veut dire que si je me mets en imagination dans la situation de quelqu'un qui est assis sur une onde, je vois quelque chose que les équations de l'électromagnétisme ne voient pas, et même interdisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la réponse à cette question, il va la trouver 10 ans plus tard, en 1905, en élaborant la théorie de la relativité restreinte, qui est la réponse à la question, en fait aux 2 questions qu'il a posées. Premièrement, si la lumière émettait de la lumière, la vitesse de la lumière émise serait égale à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est un absolu, c'est-à-dire, quelle que soit la vitesse de la source, et quelle que soit la vitesse de celui qui mesure la vitesse de la lumière,
la valeur qu'il trouvera pour la vitesse de la lumière sera toujours la même. Pensez à ça, parce que c'est souvent mal compris, c'est un résultat absolument incroyable. Ça veut dire que, par exemple, si une ampoule électrique arrive vers vous, dans votre direction, à une vitesse qui est presque celle de la lumière, vous allez penser que la vitesse de la lumière que vous allez mesurer, ça sera la vitesse de la lumière émise par l'ampoule, plus la vitesse de l'ampoule. Einstein dit non, ça sera la vitesse de la lumière. Vous pouvez vous dire aussi que si vous courez derrière un photon, donc une particule de lumière, le photon va à la vitesse de la lumière, vous courez derrière, vous courez très vite, plus qu'à l'ultra-trail du Mont Blanc, vous allez arriver à une vitesse qui est presque la vitesse de la lumière en courant. Et vous allez vous dire, mais tiens, si je accélère un peu, je vais finir par rattraper la lumière. Réponse d'Einstein, non. Quelle que soit votre vitesse, le photon partira par rapport à vous à une vitesse égale à celle de la lumière. Quant à la question qui se posait à Rao, qu'est-ce que je verrais si j'étais immobile sur une onde électromagnétique? Réponse de 1905, pas la peine d'y penser, expérience impossible. C'est-à-dire que la lumière par rapport à nous a une vitesse qui est toujours la même. Et donc on ne peut pas être immobile par rapport à la lumière. Et ces conclusions, il va les publier le 30 juin 1905 dans un article qui est l'article, disons, fondateur de ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte. En fait, c'est la théorie de la relativité. On l'appelle restreinte parce qu'elle ne contient pas la gravitation. Et un peu plus tard, il va développer une théorie de la gravitation qui va s'appeler la théorie de la relativité générale. Mais à cette époque-là, ce n'était pas dans ses préoccupations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie-là reprend le principe de relativité de Galilée. Et Einstein n'a pas inventé la relativité. Le principe de relativité, il est vieux comme le monde, enfin, il a 4 siècles. Que dit le principe de relativité, énoncé par Galilée, un peu copié sur Giordano Bruno? C'est un principe qui dit 2 choses. Premièrement, le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe pour vous exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est d'ailleurs ce qui permet d'être en mouvement. À condition évidemment que votre mouvement soit rectiligne et uniforme, c'est-à-dire soit lié à ce qu'on appelle un référentiel galiléen. C'est-à-dire que les lois physiques ne changent pas selon que vous êtes immobile ou en déplacement. Okay. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est l'immobilité est un mouvement partagé. Moi, je suis immobile par rapport à vous. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous soyons immobiles. Je vous rappelle que la Terre tourne autour du Soleil à 29 km par seconde. Donc par rapport au Soleil, on est à toute allure. Et si nous avons l'impression d'être immobiles les uns par rapport aux autres, c'est parce que nous partageons le même référentiel au sein duquel nous sommes immobiles. Et ce principe de relativité, en fait, il a comme conséquence qu'il n'existe pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile. Parce que si je dis par exemple que le référentiel dans lequel nous sommes est absolument immobile, en fait, il sera mobile par rapport à un autre qui a le même statut que lui. Donc il n'est pas absolument immobile. Il est décrété immobile de façon arbitraire, mais il a le même statut que tous les autres. Et donc ce que dit simplement la relativité, c'est qu'il y a une démocratie des référentiels, c'est-à-dire que tous les référentiels que vous pouvez imaginer sont équivalents les uns aux autres, au sens où les phénomènes physiques se dérouleront dans les uns et dans les autres exactement de la même façon. Il va se rendre compte que des implications de ce que je viens de dire, c'est E égale mc2. C'est-à-dire que si je suppose que la vitesse de la lumière est un invariant, et la même dans tous les référentiels, alors il doit y avoir une énergie de masse associée à tous les corps, dès lors qu'ils sont massifs. Ils possèdent une énergie énorme du seul fait qu'ils sont massifs. Et c'est dans cette formule, c'est la vitesse de la lumière, qui du coup change de statut. Elle n'a rien à voir là-dedans, ça devient une constante de la physique.
Et cette formule est vraie même s'il n'existe aucune lumière dans le processus par lequel un corps va perdre de l'énergie. Autrement dit, la vitesse de la lumière, cette constante C, change complètement de statut. C'est plus simplement la physique, la vitesse d'un objet particulier qui serait la lumière. C'est une constante beaucoup plus fondamentale qu'on va trouver même dans la structure de l'espace-temps. Mais bon, ça c'est, je pense, des choses que vous connaissez par cœur. Donc, je vais en venir à des choses plus incroyables. Et vous allez voir comment le chemin qui mène de réflexion d'Einstein par le biais d'expériences de pensée à la détection des ondes gravitationnelles est un chemin extrêmement simple, même si les équations qui vont être nécessaires pour arriver au résultat sont très compliquées, mais ça ne sera pas mon sujet. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement la qualité du raisonnement qu'Einstein a mené. Et aussi la simplicité des questions. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, dans cet article que vous pouvez lire, hein, c'est un article que vous trouvez sur Internet, il est en allemand, il est traduit dans toutes les langues. Il y a très peu d'équations, où les équations qui sont citées sont mises en annexe. Et vous verrez que les questions qu'il pose sont tellement simples que les membres du référé qui ont examiné son papier, alors qu'il n'avait pas de thèse, qu'il n'avait pas de poste à l'université, ont dû se demander s'il ne se moquait pas d'eux. Par exemple, Einstein dit « Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare ?» Et il répond. Il dit, ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le 7 au moment où le train arrive à quai. Merci, monsieur Einstein. Vous nous avez appris à lire l'heure, on était au courant, etc. Mais il continue. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis à Marseille? Alors là, la réponse est moins simple, parce que je ne suis pas à la gare de Lyon. Donc, au moment où la petite aiguille pointe sur le 7 de ma montre, comment puis-je savoir qu'au même moment, un train arrive à la gare de Lyon? Il faut qu'on m'envoie une information. Est-ce que cette information sera instantanée? Si elle ne l'est pas, quand je vais la recevoir, le train sera déjà arrivé. Troisième question, qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon? Et là, tout le monde est mort. Voilà une question que personne n'avait jamais posée, parce que tout le monde était persuadé que le temps était newtonien, universel, absolu, qu'il y a un seul temps qui est le temps de l'univers. Et si deux événements sont simultanés dans l'espace, ils sont simultanés pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Et Einstein pose des questions qui obligent à repenser à tout ça et à vérifier que les réponses automatiques qu'on produit sont bien les bonnes. 2 ans après, Einstein est toujours à Berne, il est à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il a un petit salaire, il travaille comme ingénieur, il examine les brevets, il a écrit des lettres pour avoir des postes universitaires, il a toujours été refusé, malgré le fait, et je ne les ai pas détaillés, qu'en 1905, il a écrit 5 papiers absolument géniaux, chacun méritant le prix Nobel. Il aura le prix Nobel pour l'un d'entre eux, dont je n'ai pas parlé. Mais malgré ça, il n'a pas de poste à l'université. Et au mois de novembre 1907, après son déjeuner, il s'assied sur son bureau, enfin sur son tabouret, comme tous les jours, et il se met à rêver. Enfin, il avait ce qu'il appelait des expériences semi-oniriques, c'est-à-dire qu'il s'endormait un peu, mais pas complètement, et il s'arrangeait pour soumettre son imagination à sa volonté. Il n'était pas complètement endormi, mais il essayait de téléguider par la volonté l'orientation de ses pensées. Et il raconte dans son autobiographie intellectuelle ce qui s'est passé. Un jour, j'ai eu l'idée la plus heureuse de ma vie. J'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne, et j'ai compris que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi, cette pensée me fit une grande impression, elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation. C'est assez pudique comme ton. En fait, il était pris de palpitation, complètement ému par son idée, qui n'est pas une idée originale. C'est que n'importe qui aurait pu l'avoir,
Mais jusqu'à lui, personne ne l'avait vraiment conscientisé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire un truc que tout le monde aurait pu deviner à partir des cours qu'on a reçus en terminale ou même avant. Vous êtes en chute libre. Donc il met en scène son corps. Je suis en chute libre. Je tombe. Ce qui me fait tomber, c'est mon poids. Le poids est la force qui me fait tomber. Donc la chute est un effet d'une cause qui s'appelle mon poids. Mais pendant que je tombe, si je lâche par exemple cet objet qui tombe avec moi, comme tous les corps tombent à la même vitesse, d'après Galilée, ce truc qui tombe avec moi qui le regarde, je ne le vois plus tomber. Il va être en apesanteur par rapport à moi. Et donc Einstein dit, c'est pas clair ça. Il n'a rien inventé, hein, mais il dit, c'est pas clair. Ça veut dire que la cause de ma chute, c'est le poids qui produit un effet qui annule la cause. Puisque en tombant, tout se passe comme si la gravitation qui me fait tomber disparaissait. Et donc pourquoi je tombe, sachant que le fait de tomber annule la cause de ma chute? Vous voyez, quand il dit ça, il n'invente rien par rapport à Newton. Hein. Simplement, il lit les équations de Newton. Et il regarde, en mettant son corps en scène, ce qu'elles induisent dans une situation qu'il n'a pas lui-même éprouvée. Il ne s'est pas acheté du 5e étage. Par contre, il est allé questionner un couvreur de la ville de Berne, qui était célèbre parce qu'il était tombé justement du toit d'un immeuble assez haut. Et un peu comme dans les films, il est tombé dans une motte de foin. Il ne s'est pas fait mal. Et Einstein est allé le voir pour lui demander si pendant la chute, il avait senti son propre poids. Ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'alpinisme et qui sont tombés, en étant assurés, voilà, la prochaine fois, essayez de penser à ça. Au moment où vous êtes en train de tomber, est-ce que vous sentez votre poids ou pas? Et ça va le mettre sur une idée incroyable qu'il va appeler le principe d'équivalence. Ce qu'il comprend, c'est qu'en fait, il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. C'est-à-dire, le fait de tomber à cause de la gravitation produit une accélération qui annule la gravité. Mais est-ce que ça ne pourrait pas marcher dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce qu'une accélération ne pourrait pas mimer la gravitation? Et répond, oui, je postule que oui. Ça veut dire que si vous prenez une cabine complètement hermétique, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de hublot qui permettent de voir l'extérieur. Dans cette cabine, vous mettez un physicien. Vous lui donnez des balles, évidemment, il est dans le champ de la gravité terrestre. Et il va voir que les balles tombent d'une certaine façon sur le plancher, comme d'habitude. Et il va se dire, ben voilà, je suis dans un champ de gravitation, comme le champ terrestre, et ça attire les objets vers le centre de la Terre. Et ce que dit Einstein, c'est que si on prenait le même physicien, on le met dans une cabine. Cette cabine, on la met loin de tout objet massif. Et donc, elle est dans une zone de l'espace où il n'y a pas du tout de gravité. Champ gravitationnel strictement nul. Simplement, il y a une espèce de super-héros qui va tirer la cabine, j'ose pas dire vers le haut parce qu'il n'y a pas de direction privilégiée, dans une certaine direction, avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la cabine, elle est accélérée. Eh bien, ce que dit Einstein, c'est que ce physicien lancera des balles et elles auront exactement la même trajectoire que dans la première situation. C'est ça l'équivalence. Il y a équivalence parfaite entre cette situation et celle-ci. C'est-à-dire qu'une accélération peut mimer, pour un objet qui se déplace, un champ de gravité pour un objet qui est immobile. Et c'est ça l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il va mettre 8 ans à la transformer en une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui mathématiquement est très difficile, je ne vous la recommande pas, mais qui s'appuie simplement sur cette idée-là. 2 ans plus tard, il est à Prague. Enfin, il a eu un poste universitaire. Il est à Prague. Et Prague est une ville qui a été électrifiée assez vite. Il y a même des ascenseurs dans les immeubles. Et il est fasciné par les ascenseurs. Il se promène avec Marie Curie, d'ailleurs, un jour, et il dit à Marie Curie, ils marchent au bord des crevasses, mais lui, il ne les voit pas. Il est complètement habité par la conversation et par les idées qui le traversent. Et il dit à Marie Curie, vous comprenez, Marie, ce que je veux comprendre,
c'est ce qui se passe dans un ascenseur. Et là, il a une autre expérience de pensée, il en invente une autre. Voilà, l'expérience est la suivante. Je suis dans un ascenseur qui est accéléré vers le haut, qui est hors de tout champ de gravitation. Donc c'est la deuxième situation que j'ai évoquée. La cabine est accélérée par un super-héros, elle est tirée avec une accélération constante, et je perce un trou dans une des parois par laquelle un rayon de lumière va rentrer dans la cabine, parallèlement au plancher. Okay ? La vitesse de la lumière n'est pas infinie. Ça veut dire que la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine. Donc elle va rentrer par un côté, et le temps qu'elle traverse, la cabine va monter du fait de son accélération. Et donc le point d'impact de la lumière sur la paroi opposée ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée de la lumière. Et donc moi qui suis dans l'ascenseur, je vais voir que la lumière a une trajectoire courbée. Normale, je n'ai fait qu'appliquer les lois élémentaires de la physique et de la géométrie. D'accord ? Il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Donc pour un observateur qui est dans l'ascenseur, si l'ascenseur est accéléré, la lumière a une trajectoire courbe. Mais ce n'est absolument pas surprenant, comme je viens de le voir. Mais maintenant, c'est là que ça devient incroyable, principe d'équivalence. Principe d'équivalence. Cette situation, on l'a dit tout à l'heure, c'est exactement la même que celle d'une cabine immobile posée sur la Terre. Donc, si cette cabine était immobile posée sur la Terre, un observateur dans la cabine verrait aussi la lumière courbée, puisqu'on voit les mêmes choses. La lumière n'a pas de masse, mais elle est courbée par la gravitation. Voilà, ça c'est Einstein, 1911. Et évidemment, ça va le troubler. Il n'y a pas d'équation. Hein. Il a fait un petit calcul, mais il n'a pas encore la théorie. Il a juste prédit en 1911, sans faire d'expérience, mais simplement en imaginant des expériences, que de la lumière dans un champ de gravité doit être courbée. Donc un objet de masse nulle, comme la lumière, subit la gravitation. Ça commence à faire bizarre, non ? Et il publie un papier dans lequel il dit, évidemment, ce n'est pas en regardant des ascenseurs qu'on va le mesurer ou le vérifier, la vitesse de la lumière est trop grande, mais on pourra le faire s'il y a une éclipse totale du Soleil. Quand le Soleil est là, non masqué, il nous aveugle. Donc on n'est pas capable de voir les étoiles fixes qui sont dans sa direction. Par contre, quand il y a une éclipse totale du Soleil, la lumière du Soleil est cachée, le Soleil ne nous aveugle plus, et on peut voir des étoiles qui sont dans sa direction presque, beaucoup plus loin que lui, on peut les voir. Mais si la lumière est déviée par la gravitation, notamment par celle induite par le Soleil, la position des étoiles fixes, quand le Soleil sera entre elle et nous, ne sera pas la même que la position de ces étoiles quand il n'y a pas le Soleil. Et donc, s'il y a une éclipse totale du Soleil qui fait que le Soleil est entre ces étoiles et nous, on devrait voir que cette position est différente de ce qu'elle est quand il n'y a pas le Soleil sur la ligne de visée. Pour ça, il faut une éclipse totale du Soleil. Et à l'époque, il y en a une qui était prédite en Crimée en août 1914. Et donc, il y a un jeune astrophysicien, astronome allemand qui s'appelle Freundlich, qui a monté une expédition en Crimée pour pouvoir faire la mesure et vérifier que la déviation de la lumière prédite par Einstein était conforme à ce qui était observé. Bon, août 14 pour faire des manips en Crimée, ce n'est pas une date bien choisie. Donc, ils ont tous été arrêtés par les soldats du Tsar, le matériel a été confisqué, ils n'ont pas pu faire de mesures. Et quelques semaines plus tard, ils ont été échangés contre des prisonniers russes. Et en fait, heureusement qu'il y a eu la guerre, parce que c'est peut-être le seul effet positif de la guerre, c'est que les calculs d'Einstein, à l'époque, étaient faux. Et donc, si Freundlich avait fait la mesure, il a trouvé un résultat différent des calculs d'Einstein, qui n'étaient pas les bons. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1915, Einstein est à Berlin. Là, il a un poste, il est membre de l'Académie, il est reconnu. Il trouve les bonnes équations de la relativité générale. Et ces équations montrent,
en fait, que tout ce qu'on nous a raconté à l'école à propos de la gravitation est faux. À l'école, on apprend que la gravitation, c'est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les objets massifs. Ils s'attirent. Einstein dit non, la gravitation n'est pas une force. Les objets qui sont soumis à la gravitation ont un mouvement inertiel. Inertiel, ça veut dire qu'ils ne subissent aucune force. Ils vont en ligne droite. Et quand vous regardez par exemple la Terre qui tourne du Soleil, il faut imaginer qu'elle va en ligne droite. Sauf que nous, on voit qu'elle ne va pas en ligne droite. Elle a une trajectoire elliptique. Tout ça vient du fait que les objets vont en ligne droite dans un espace-temps courbé. Ok ? Ce qui veut dire que la gravitation, ça n'est pas du tout une force qui s'exerce sur les corps, c'est une déformation de l'espace-temps induite par les corps massifs qui fait que les lignes droites ne vont plus tout droit. Ok ? Donc c'est une révolution, c'est-à-dire que la gravitation change complètement de statut. C'est une déformation géométrique de l'espace-temps et non pas du tout une force qui s'exerce sur les objets. Les objets ne subissent aucune force gravitationnelle. Pour le dire autrement, le poids n'existe pas. La masse existe, pas le poids. Votre poids est une fiction newtonienne. Ce qui relativise la portée des régimes, d'ailleurs. Bon. Donc voilà, par exemple, ça se passe comme ça pour la Terre autour du Soleil. La Terre, elle tourne autour du Soleil comme si elle était sur le bord d'un bol et elle tourne sur une trajectoire elliptique qui, en fait, est complètement induite par la déformation de la métrique induite par le Soleil. Bon. En 1919, la guerre se termine enfin. Un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui a fait un peu de prison parce qu'il était Quaker, donc il a refusé de porter les armes pendant la guerre, donc il a fait de la prison. Et aussitôt la fin de la guerre advenue, il a désiré montrer que lui, physicien anglais, allait montrer que les théories d'un Allemand étaient bonnes. Il voulait montrer que la science allait permettre de rompre le nationalisme qu'il appelait la pestilence des pestilences. Donc il voulait montrer que la science était le ressort de l'universel. Et en 1919, il y a eu une éclipse totale du Soleil dans l'hémisphère sud. Et Eddington a monté 2 expéditions à 2 endroits différents. Et pendant l'éclipse totale du Soleil, avec une météo qui n'était pas très bonne, mais miraculeusement, pendant la durée de l'éclipse, qui est de quelques minutes, ça s'est éclairci. Ils ont pu faire des mesures. Et voilà la carte postale que Eddington a envoyée à certains de ses collègues, notamment Einstein. Voilà le Soleil, la lumière qui est déviée par le Soleil, la déflexion qu'ils ont mesurée à partir de ce cliché. Vous voyez, les étoiles fixes sont là, on les voit un peu. Le Soleil est caché. Il a montré que la déflexion était égale à la valeur calculée par Einstein, qui cette fois était la bonne valeur puisqu'il avait écrit sa théorie et donc corrigé les premiers calculs faux de 1912. Ça, c'était donc en 1919. Et ce résultat, je ne sais pas si vous pouvez en avoir conscience, mais ce résultat a fait la une des journaux dans le monde entier. C'était la fin de la guerre, les gens avaient besoin de nouveautés. Et là, on avait un résultat qui montrait que les liens qu'on avait crus définitifs entre l'espace, le temps, la matière, l'énergie, en fait, étaient changés. Ce qui donnait espoir pour construire un monde différent du précédent qui allait amener à la guerre. Et donc, dans le monde entier, les articles de journaux, en première page, j'ai une collection chez moi, racontent ça, en expliquant avec force de détail la théorie d'Einstein. Avec beaucoup plus d'efforts que ceux qui ont été accomplis, par exemple, en 2012, quand on a découvert le boson de Higgs au LHC. Il n'y a pas eu beaucoup d'explications dans les journaux. À cette époque-là, sauf en France, parce qu'il y a les grèves de la presse, ça a fait la une de tous les journaux. Même dans le magazine Times, c'était une époque où le journaliste scientifique était en vacances. Et donc, il a été remplacé pour faire l'article par le journaliste qui s'occupait du golf. Et il a écrit un article magnifique avec plein de métaphores de golf qui explique tout ça avec plus de clarté que beaucoup de ses collègues journalistes scientifiques. Donc voilà pour la relativité générale dont on a fêté les 100 ans il y a 1 an.
Et en 1916, un an après la publication de ces équations, Einstein tombe malade, il est mal nourri comme tout le monde pendant la guerre, il a des problèmes d'estomac, il perd 25 kilos. Et il se pose la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des ondes gravitationnelles? Quand vous prenez une charge électrique, vous l'accélérez. Elle émet des ondes électromagnétiques qui peuvent être capturées par une antenne. Et donc Einstein s'est posé la question de savoir si une masse qu'on accélère très fortement dans l'espace, est-ce que cette masse n'engendrerait pas, de la même façon qu'une charge électrique engendre des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, pardon, est-ce qu'elle n'engendrerait pas des ondes gravitationnelles, qui seraient des déformations de l'espace-temps? Et en 1916, il montre que ces équations admettent des solutions correspondant à ce phénomène. Ça veut dire que, par exemple, si une onde gravitationnelle passe, dans un premier temps, elle va diminuer la hauteur de ce personnage, puis le redresser, puis le diminuer à nouveau, puis etc. Autrement dit, si une onde gravitationnelle passe, la distance entre deux points va être modifiée. Elle va être modifiée non pas parce que l'un des points se rapproche de l'autre, qui serait la lecture naïve. La distance va diminuer parce que l'espace se contracte. Autrement dit, les deux points qui se rapprochent, en fait, sont immobiles dans un espace qui se contracte. D'accord ? Donc, par exemple, quand Tintin voit sa taille réduite, c'est simplement parce qu'entre sa tête et ses pieds, l'espace s'est contracté. Ça a été vu dans l'autre sens dans les années 20. On a détecté l'expansion de l'univers de cette façon. Les gens avaient des télescopes très puissants, Wilson par exemple, et des astronomes comme Hubble par exemple regardaient les nébuleuses, les galaxies, et ils voyaient que les galaxies s'éloignent de nous d'autant plus rapidement qu'elles sont plus... d'autant plus rapidement qu'elles sont plus loin de nous. Plus la distance qui nous sépare d'elles est élevée, plus elles vont vite par rapport à nous. Et Hubble a dit, c'est la preuve que les galaxies s'échappent de nous dans l'espace. Elles fuient dans l'espace. D'autres physiciens, comme l'abbé Lemaitre par exemple, ont réinterprété les résultats obtenus par Hubble à partir de la théorie d'Einstein. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés est complètement différente. Ils ont dit, non, si on voit que les galaxies s'éloignent de nous, ça n'est pas parce qu'elles s'éloignent de nous dans l'espace, c'est parce que l'espace se dilate. En fait, elles sont immobiles dans un espace-temps qui se dilate. Il faut avoir ça en tête parce que dans beaucoup d'ouvrages, on fait une lecture de tout ça comme si on était dans un cadre newtonien. Or, il n'y a pas de... Je dis tout à l'heure, la physique, ce n'est pas la bureaucratie des apparences. Il ne suffit pas de dire, tiens, ça bouge, on voit que ça bouge pour avoir la preuve que ça bouge. Autrement dit, les faits peuvent être mal interprétés. Et l'interprétation qu'on va donner des faits dépend de la théorie qu'on utilise pour les interpréter. En tout cas, dans les années 20, on va découvrir de cette façon ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion de l'univers. Et ce qu'on appelle une onde gravitationnelle, c'est tout simplement le passage d'une déformation continue de l'espace-temps qui va modifier sur son passage les distances des objets et puis aussi le temps des montres. Moi j'ai deux montres, là, j'en ai une ici, j'en ai une là. Et normalement, si une onde gravitationnelle me traverse, elles vont se désynchroniser, donc j'attends. Bon, ça, je vous passe tout ça. Mais, donc, les ondes gravitationnelles, la question, c'est est-ce qu'elles existent? Il y a eu beaucoup de travaux dans les années 60, on n'a rien vu. Et puis, finalement, au mois de février 2016, le 11 février, les Américains ont une expérience à deux endroits à la surface des États-Unis, des interféromètres avec des lasers, peu importe le dispositif. Ils ont vu passer une onde, comme ça, c'est-à-dire une variation très rapide, ça a duré 10 millisecondes, de la distance entre deux points. Et ça montre la variation des distances. Et vous voyez, pendant une durée très très courte, là.
Et il se trouve que depuis des années, on avait déjà calculé ce qui se passerait si deux trous noirs fusionnent. Donc vous prenez deux trous noirs, vous les faites fusionner, c'est-à-dire que l'un se rapproche de l'autre, ils sont à moins de 100 km, leurs horizons respectifs se mélangent, et ils vont faire un seul trou noir qui va vibrer, et quand la vibration va cesser, ça va émettre des ondes gravitationnelles absolument incroyables, qui vont déformer l'espace-temps avec beaucoup d'énergie sur leur passage, et s'atténuer à mesure qu'elles vont se disperser dans l'espace. Et il se trouve que des gens avaient calculé ça, et dans leur calcul, il y avait deux paramètres, la masse du premier trou noir et la masse du deuxième trou noir. Et en septembre 2015, une telle onde est passée dans le détecteur américain, quelques jours après qu'il soit mis en service. C'est quand même un coup de chance, ça. Cette onde a voyagé pendant 1,7 milliard d'années. D'accord ? Elle voyage pendant 1,7 milliard d'années. Et elle traverse la Terre exactement au moment où on met en service le détecteur. Sachant que le détecteur européen qui est à Pise, en Italie, lui était en arrêt pour réfection. Donc ça va faire un prix Nobel américain qui est quand même... voilà. Et donc vous voyez, on a pu calculer extrêmement précisément le signal théorique qu'on devrait observer si deux trous noirs fusionnent. Et voilà ce qui a été mesuré. Donc là, c'est une première expérience qui est à Hanford, aux États-Unis. Vous avez la courbe théorique en noir et vous avez la courbe mesurée en jaune. Là, c'est le deuxième détecteur, courbe théorique en noir, courbe mesurée en bleu, et là, c'est le mélange des deux. Il y a un parfait accord entre le calcul et l'observation, absolument incroyable. Et on a pu même calculer donc, la masse des deux trous noirs, c'est quelques trentaines de masses solaires. Et on a même pu calculer que le trou noir, résultat de la fusion entre les deux, avait trois masses solaires de moins que la somme des masses des deux trous noirs initiaux. Autrement dit, dans ce processus, il y a l'équivalent de 3 masses solaires qui sont devenues de l'énergie. Je vous laisse faire le calcul. Vous calculez la masse du Soleil en grammes. Vous multipliez cette masse par c, la vitesse de la lumière, au carré. Et ça vous donne l'énergie qui a été libérée dans ce processus en joules. C'est un truc absolument monstrueux que personne ne peut imaginer. On peut simplement le calculer. Pour vous donner un ordre de grandeur, la bombe d'Hiroshima, c'est 1 gramme. D'accord ? La bombe d'Hiroshima a transformé 1 gramme de matière en énergie. Et ça a donné ce que vous savez, 1 seul gramme. Là, vous avez 3 masses solaires. Donc il y a des gens qui ont déjà demandé un moratoire sur les ondes gravitationnelles au motif qu'elles pourraient être dangereuses. Voilà. Donc voilà, c'était juste une façon de vous montrer que Einstein, petite idée dans la tête, on lâche jamais, on travaille lentement, mais on travaille toujours, en posant toujours les mêmes questions, en tentant d'y répondre et surtout en regardant les implications qu'ont les réponses provisoires qu'on donne à ces questions. On lâche jamais le morceau. Einstein a réfléchi à ça pendant au moins 16 ans, entre 1899 et 1915. Et beaucoup disent, surtout au moment où il a dû écrire les équations, les chercher, que ça l'a complètement cramé. C'est-à-dire qu'après, voilà, il était fatigué. Et pour finir, parce que l'imagination ne se résume pas à la physique, pour ceux qui aiment les ondes, les anagrammes, onde gravitationnelle a pour anagramme le vent, il manque le vent d'orage lointain, ce qui est exactement ce qu'avait prédit Einstein. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Étienne, de cette brillante présentation et inspirante. Je ne sais pas si les ondes gravitationnelles nous ont traversé la salle, mais il y avait une écoute parfaite. Quelques questions? Qui s'ose à des questions? On a une juste là. Bonjour Monsieur Klein, merci beaucoup pour cette conférence qui a été, je pense, pour tous passionnante. J'aurais une question qui est très très loin de la complexité de ce que vous avez demandé. Vous avez parlé tout à l'heure de l'expérience de pensée, de s'asseoir sur les ondes électromagnétiques que sont la lumière.
Et vous avez dit que bon, ce n'était pas possible et que peu importe l'image de pensée, la lumière irait toujours à la vitesse de la lumière, peu importe sa propre vitesse. Je crois me souvenir de mes cours de lycée qu'on mesure justement la vitesse à laquelle se déplace une étoile par rapport à nous, à la différence de longueur d'onde perçue, induite par la vitesse, la différence de vitesse entre nous deux. Et je me suis demandé, pendant que vous parliez, est-ce que si cette étoile allait par exemple jusqu'à la vitesse de la lumière par rapport à nous, qu'en serait-il de sa longueur d'onde ? Alors, quand un objet, et vous avez bien écouté vos cours de lycée, je vous félicite, quand un objet se déplace en émettant des ondes, par exemple des ondes sonores, eh bien, la fréquence des ondes qu'on capte dépend de la vitesse de l'objet source par rapport à nous. Pour les ondes sonores, vous avez remarqué qu'une ambulance, quand elle passe devant vous, n'émet pas le même son selon qu'elle vient vers vous ou selon qu'elle s'éloigne de vous. C'est la même chose pour les étoiles, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. D'accord ? Et donc, si une étoile s'éloigne de nous avec une très grande vitesse, son décalage spectral, donc sa variation de fréquence, va être d'autant plus grand, mais cet objet ne pourra jamais aller aussi vite que la lumière et de toute façon ne pourra pas dépasser la vitesse de la lumière. D'accord ? Donc la fréquence va devenir de plus en plus faible sans jamais s'annuler. Merci beaucoup. Ne croyez pas que... Parce qu'on dit rien ne peut aller plus vite que la lumière, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des tas de choses qui vont plus vite que la lumière. Ce que la relativité interdit, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle impose qu'il y ait une vitesse limite, une vitesse qu'on ne peut pas dépasser quand on a une particule ou quand on veut échanger de l'information. Mais il y a des tas de phénomènes qui vont plus vite que la lumière. Par exemple, si vous prenez une paire de ciseaux pour couper du papier, évidemment, la vitesse à laquelle le papier va se couper dépend de la vitesse à laquelle le croisement entre ces deux lames va se propager dans l'espace. Faites le calcul, vous pouvez avoir une paire de ciseaux dont aucune des lames ne va plus vite que la lumière, mais dont le point d'intersection a une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Autrement dit, vous pouvez couper du papier plus vite que la lumière. Mais ça ne viole pas la relativité parce que ce qui se déplace, c'est un point qui n'est pas matériel. C'est l'intersection entre deux droites qui se déplace. Et il n'y a pas propagation d'un signal au sein du papier. Chaque atome, chaque molécule de papier est coupée tour à tour. C'est la même cause qui, localement, va produire le même effet. Bon, je vois que vous ne me croyez pas, alors je vais prendre un autre exemple. Imaginez un phare au bord de la mer qui tourne. Autour du phare, vous mettez un écran cylindrique dont le phare occupe le centre. Donc la lumière va tourner, va se déposer sur l'écran, et cette lumière qui se dépose sur l'écran va tourner puisque le phare lui-même tourne. Et vos souvenirs vous permettent de savoir que la vitesse à laquelle va se déplacer l'impact de la lumière sur l'écran, c'est le produit du rayon de l'écran R par la vitesse angulaire, oméga. R oméga. Okay ? Et bien si R est très grand et si oméga est très grand, il n'y a pas de limite, ce point d'impact de la lumière sur l'écran peut aller plus vite que la lumière. Ça a déjà été fait avec des lasers, des miroirs. Donc vous avez de la lumière, en apparence, le dépôt de la lumière qui va plus vite que la lumière. Mais ça ne viole pas la relativité, puisque ce n'est pas la lumière qui se déplace, c'est la même cause, à savoir l'émission de lumière par le phare, qui va produire des effets successifs dans l'espace qui, eux, vont apparaître à une vitesse plus grande que c. Vous pouvez faire ça avec vos guirlandes de Noël, par exemple. Vous pouvez avoir une guirlande telle que le temps que met la lumière pour allumer une première ampoule, puis une ampoule derrière, soit plus court que le temps que met la lumière pour aller de l'une à l'autre. Vous convoquez les voisins et vous leur dites, voilà, j'ai une guirlande supra-relativiste. De toute façon, ce n'est pas la peine de beaucoup travailler, puisqu'en fait, ça ne se voit pas. Donc, la différence ne se voit pas. Mais en principe, on peut faire ça. Donc, vous voyez, il faut être prudent dans la façon de raconter la relativité. Elle ne dit pas que rien ne va plus vite que la lumière. Elle dit que certaines choses sont limitées par cette vitesse, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des phénomènes qui semblent violer cette loi. Est-ce qu'il y a d'autres tentatives de questions ? Non, mais n'hésitez pas, la physique, c'est justement, il n'y a pas de questions bêtes, puisque c'est toujours surprenant, la physique. C'est pas comme l'économie, qui est une science intelligente.
Moi, je n'oserais jamais poser des questions en économie, par exemple. Oui, j'ai une question à votre gauche. Quelles sont les applications opérationnelles de toutes ces théories aujourd'hui? Lesquelles? La relativité restreinte, par exemple, la relativité générale. Bon, déjà, une théorie, elle n'est pas simplement... Einstein, il ne se souciait pas des applications, même s'il a déposé beaucoup de brevets sur toutes sortes de questions. Mais il se trouve que la relativité restreinte, d'abord, c'est la bonne théorie de l'espace et du temps. Voilà. Donc même s'il n'y avait pas d'application, c'est la bonne théorie, quoi. Si vous voulez penser l'espace et le temps, bah, c'est par la relativité restreinte que vous pouvez le faire, et non pas par un autre système. Et donc sa première utilité, c'est de nous proposer ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire que cette théorie qui fonctionne, qui n'a jamais été démentie depuis plus d'un siècle, vient éclairer, voire contraindre les réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Par exemple, si vous vous intéressez à Kant, ou à Husserl, ou à Heidegger, ou à Saint-Augustin, c'est intéressant, c'est des systèmes sur le temps qui sont parfaits, mais la question advient de savoir ce qu'ils disent. Est-ce que c'est compatible avec ce que dit la relativité, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà. Donc ça, c'est la première application. Ensuite, il y a des applications pratiques, le laser, la relativité générale, qui sert à faire de la cosmologie. C'est quand même une théorie qui a permis de considérer que l'univers était un objet physique. Avant, on pensait que l'univers, c'est une espèce d'enveloppe vague qui contient des entités physiques, des étoiles, des galaxies. Mais la relativité générale est une théorie qui permet de penser l'univers comme un objet. Vous avez entendu parler du Big Bang. Le Big Bang, il est décrit par la relativité générale. L'univers est un objet qui a des propriétés physiques bien à lui, qui ne viennent pas des propriétés des objets qu'il contient. Par exemple, la courbure généralisée de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers. Et donc, ça a permis de fonder la cosmologie. Et ceux d'entre vous qui ont des GPS, à savoir vous tous, ne savent peut-être pas que la précision du GPS vient de ça. C'est-à-dire que si vous construisez un GPS dans lequel vous ne faites pas de correction venant de la relativité générale, vous dérivez. Et on vous envoie à Pétaouchnok, alors que... Et ça tient à un effet de relativité pure, c'est que pour le système GPS, il y a plusieurs satellites à des altitudes différentes. Ces satellites ont des horloges atomiques qui, étant à des altitudes différentes, voient un champ de gravité différent. Comme les horloges ont des rythmes qui dépendent du champ de gravité, si on ne tient pas compte de ces petites variations, on perd la précision des GPS. Donc le GPS est une application, si vous voulez, indirecte de la relativité générale. Et la détection des ondes gravitationnelles, alors elle, vous avez peut-être lu la presse, c'est une nouvelle astronomie. C'est-à-dire ce qu'on a vécu là, et je pèse mes mots, hein, c'est vraiment une révolution dans l'histoire de la science. Pour une raison simple. Dans beaucoup d'articles, on a dit que c'est la même chose que Galilée. C'est aussi fort que Galilée. Sauf que Galilée, il a observé le ciel à partir d'une lunette dont le pouvoir grossissant était de 7, mais il a observé le ciel à partir d'une source qui était la même qu'avant, la lumière. Avant, on regardait à l'œil nu, lui, il a pris une lunette, mais c'est toujours le même messager qui renseigne sur la structure du ciel. Donc il a mieux vu ce qu'on pouvait déjà voir. Alors que les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle source d'information du cosmos. Ce que je n'ai pas dit, mais que peut-être vous avez lu, c'est que les ondes gravitationnelles, lorsqu'elles se propagent, ne sont pas modifiées par la matière qu'elles traversent. Alors que la lumière, si, la lumière, quand elle bute sur une planète, elle s'arrête. Elle est diffractée, etc. Donc, quand vous recevez de la lumière, elle a perdu de l'information par rapport à la source qui l'a émise. Elle a subi tellement de changements dans son trajet qu'elle a perdu toute information sur sa source. Alors que les ondes gravitationnelles, elles gardent la signature parfaite de la source qui les a émises. C'est pour ça qu'on a pu dire, après les avoir détectées, non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a pu dire, elles ont été émises par 2 trous noirs de 28 et 32 masses solaires qui ont fusionné il y a 1,7 milliard d'années. On sait tout sur la source. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que Einstein croyait aux ondes gravitationnelles,
mais il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. Je n'ai pas insisté sur le fait que les Américains ont mesuré une variation de distance au passage des ondes plus petite qu'un 10 millième de la taille d'un proton. Comment vous faites pour mesurer une variation de distance plus faible qu'un 10 millième de la taille d'une particule élémentaire? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc Einstein, s'il était revenu en 2016, aurait été stupéfait de voir qu'on avait pu démontrer leur existence. Mais un autre truc qu'il aurait vraiment laissé par terre, c'est qu'Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Bien que les trous noirs soient des solutions de ces équations. Il ne croyait pas aux trous noirs. Et même avant cet événement, il y a encore des astrophysiciens qui n'y croyaient pas. Et surtout, il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que les trous noirs pouvaient fusionner. Un trou noir, il se trouve toujours au centre d'une galaxie. Pour qu'il y ait deux trous noirs proches, il faut qu'il y ait deux galaxies qui fusionnent, ça fait le ménage. Et il y a deux trous noirs qui se retrouvent à 100 km l'un de l'autre. Personne n'a jamais pensé qu'un tel processus était possible. Et l'ironie de l'histoire, c'est que grâce à des objets auxquels Einstein ne croyait pas, les trous noirs, on a pu démontrer l'existence des ondes gravitationnelles auxquelles il croyait, mais dont il pensait qu'on ne pourrait pas les détecter. Moi, ça me suffit comme application. Et maintenant, je ne l'ai pas dit, mais on va développer une astronomie gravitationnelle. Ça, vous allez vivre ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'elles existent, on envoie des satellites. Il y a même un projet qui s'appelle LISA, avec 3 satellites qui seront distants d'1 million de kilomètres. D'accord, 3 points, ils font un triangle. Et quand une onde gravitationnelle va passer au travers de ce triangle, ça va faire bouger les distances séparant ces satellites. Et on pourra détecter, on pourra même voir des objets qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire qu'on peut voir des objets qui n'émettent pas de lumière, comme les trous noirs. Là, on peut dire qu'on a vu les trous noirs. Et je peux vous dire que, enfin ça c'est un truc qu'on n'a pas trop le droit de dire, mais les Américains ont vu d'autres événements, les Européens sont en train d'en voir aussi. On va peupler l'univers d'objets dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est aussi fort qu'une campagne présidentielle. Merci beaucoup, Étienne Klein. Merci infiniment d'être venu parmi nous, nous passionner autour de cette question d'ondes gravitationnelles, notamment, mais également de la science et de la physique. Je crois qu'un grand nombre, après cette grande journée, vont essayer de tenter d'attraper un RER qui a de grandes difficultés en termes de temps par rapport à Paris, et en rapidité et en fiabilité. On ne sait pas si les ondes gravitationnelles transversent le RER. Il n'empêche que c'est difficile et tous les étudiants ont besoin de s'arrêter pour ce soir. Merci à tous. Merci Étienne Klein de nouveau d'être venu parmi nous.